Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors après la chronique de Rénal Duberger pour l'autonomie énergétique, on va parler de l'autonomie, disons, politique, si on peut dire, disons, au niveau de la réflexion avec Guy Millière, qu'on a le plaisir de recevoir depuis de nombreuses années. Alors, quand j'étais animateur radio à Radio Shalom Montréal, j'ai été un des premiers à le faire connaître ou le reconnaître parce que certains le connaissaient comme spécialiste en 2007. Et puis depuis, écoutez, à chaque fois que je peux faire une émission avec lui, il a la gentillesse d'accepter de nous parler et de nous expliquer certaines choses. Alors, merci Guy de nous accorder quelques minutes. De rien. Voilà. Donc, vous avez l'air en pleine forme. Tout va très bien. Très bien. Alors, il y a un gros morceau là, parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques semaines, voire un mois ou deux là. Donc, je rappelle quand même rapidement que vous êtes économiste et géopolitologue, ancien président de l'Institut Turgot à Paris, et vous êtes chercheur au Teston Institute à New York et à l'American Freedom Alliance à Los Angeles. Alors, vous êtes à Las Vegas, vous nous parlez de Las Vegas, où maintenant vous êtes... j'en profite pour vous féliciter ainsi que votre famille, parce que vous êtes devenu américain. Exactement. Ça, c'est un engagement important. Vous êtes l'auteur de milliers d'articles publiés en français et en anglais. Vous avez publié une 50aine de livres. Alors, j'ai quelques livres avec moi, je ne les ai pas tous. Un goût de cendre. Alors ici, voilà... France fin de parcours, donc là, pour ceux qui veulent se le procurer. Pourquoi la France ne fait plus rêver? Ça, je ne l'ai pas, celui-là, il n'est pas ici. Israël raconté à ma fille. Donc là, vous avez publié en français Israël raconté à ma fille, donc les éditions provinciales, tout petit livre. Et vous l'avez publié en anglais, donc pour ceux qui veulent se le fournir en anglais, aux éditions Liberté Numérique. Alors, vous avez aussi Voici revenu le temps des imposteurs. Alors, celui-là aussi, je l'ai heureusement. Voici le temps des imposteurs. Mais je mets ça en perspective parce que vous venez de sortir un livre sur la France, qui est important. Donc, y a-t-il quelqu'un pour sauver la France? On va revenir là-dessus, bien sûr. Alors, je ne peux pas parler des 50 livres, mais enfin, c'est important de montrer que depuis 50 ans, vous êtes un intellectuel. Comment? Il y a beaucoup de livres sur les États-Unis. Je les ai devant moi, ça va venir. Vous êtes un expert, surtout américain, mais vous parlez, vous lisez le russe, donc vous connaissez bien la Russie, on va en parler. Vous connaissez bien la culture asiatique. Je me rappelle avoir suivi des cours avec vous sur le Japon, par exemple, qui est assez stomacant. Mais donc, vous avez aussi une très grande culture sur la culture musulmane et la religion musulmane, sur lequel on va revenir parfois. Mais en tout cas, il y a 2-3 livres, comme Face à l'islam radical avec le grand expert Daniel Pipes, Qui a peur de l'islam, La démocratie est-elle soluble dans l'islam, et puis... un livre, un petit livre, mais Oudna, la trêve antisémite, antisionisme, guerre et paix au Proche-Orient, pour ceux qui veulent se fournir. Comment le peuple palestinien fut inventé avec David Horowitz, aux éditions David Reinach. Et l'État à l'étoile jaune. Voilà. Et aujourd'hui, et on va en parler dans le passage sur l'Israël, comme s'il se préparait une seconde Shoah, vous aviez encore raison, puisque le 7 octobre dernier, on a eu des crimes contre l'humanité sur lesquels on reviendra. Alors, on va commencer par le gros morceau qui est bien... Il y a un livre qui s'appelle L'ombre du djihad sur l'islam. Oui, celui-là, je ne l'ai pas pris. Il y avait aussi celui Que veulent les Arabes, Feyardon Oyeda. Oui, j'ai écrit la préface pour mon ami. Voilà. Alors, on va commencer par l'Amérique, parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur ce thème. Alors, celui que j'aime beaucoup, c'est l'Amérique Monde, le préface de Pascal Salin, pour ceux qui veulent. Et puis, le dernier qui vient de sortir, c'est Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden. Mais vous avez commis beaucoup. Alors, vous avez été un des seuls intellectuels
Je vous compare souvent à Raymond Aron et Jean-François Revel, à juste titre, et vous avez prévu la réélection de Bush, par exemple, mais vous avez aussi commis plusieurs ouvrages sur Obama, après Obama Trump, la résistible ascension de Barack Obama, le désastre Obama, et après Trump de Guy Millière, chez Audition Ballant. Et bien sûr, la révolution de Trump ne fait que commencer, suivi du discours de Donald Trump, qui est vraiment excellent. Et puis, ce que veut Trump, qui explique un peu la politique de Trump, et un peu comme vous aviez fait sur Bush, ce que veut Bush. Oui, Et bien sûr, je mets en exergue, avant de commencer, le livre de Trump, Trump par Trump, comment j'ai construit mon succès, que je conseille à tout le monde, pour ceux qui sont entrepreneurs, comment bâtir une... pour ça qu'il a l'habitude de discuter et d'avoir des transactions. Hein, voilà. Donc là, vous avez écrit quelques ouvrages. On va revenir sur le premier thème qui vient, disons, c'est on attend la décision de la Cour suprême des États-Unis. Pour vous, quelle sera cette décision, d'après vous? je ne pense pas que cette décision puisse être défavorable à Donald Trump, tout simplement parce que la Constitution américaine prévoit qu'un président jouit de l'immunité et ne peut pas être accusé de quoi que ce soit pendant qu'il est président et ne peut pas être accusé après sa présidence pour des actions ou des actions qu'il aurait commises ou des décisions qu'il aurait prises au cours de sa présidence. Si cela n'était pas respecté, je dirais que n'importe quel président des États-Unis pourrait être poursuivi n'importe quand pour des décisions qu'il a prises au cours de sa présidence. Et cela signifierait une destruction de la possibilité pour un président des États-Unis de gouverner et d'agir. Ce genre de décision ne pourra pas être prise par la Cour suprême des États-Unis parce que si elle était prise, elle violerait la Constitution et elle détruirait la présidence des États-Unis. Alors, vous dites que la campagne électorale américaine est lancée, que la désinformation diffamatoire règne, mais qu'après le New Hampshire, vous êtes quand même assez optimiste. Vous dites que Trump s'en va vers la Maison-Blanche. Bah, disons que si je regarde les faits, Nikki Haley insiste pour rester dans les élections primaires, mais de facto, les élections primaires devraient prendre fin après les élections en Caroline du Sud. Les élections primaires en Caroline du Sud sont les prochaines dans la série des élections primaires. Et bien que Nikki Haley soit l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Trump devrait l'emporter en Caroline du Sud par une avance de 25 à 30 points d'avance. Et après cela, je ne vois strictement pas comment Nikki Haley pourrait se maintenir. Mais il y a une chose à souligner par rapport au fait que Nikki Haley se maintient, c'est qu'elle appelle les démocrates dans les élections primaires ouvertes, c'est-à-dire les élections primaires où les démocrates peuvent voter, à voter pour elle pour, c'est elle qui le dit, parvenir à se débarrasser de Trump. Donc je dirais que Nikki Haley se conduit d'une manière qui relève de la traîtrise pour éliminer celui qui sera vraisemblablement le candidat républicain ou pour tenter de lui nuire. Elle appelle les démocrates à voter pour elle, ce qui est une attitude sans précédent. Et elle jouit aussi du financement accordé par soutien du Parti démocrate pour financer sa propre campagne. Donc je dirais que Donald Trump sera sans aucun doute le candidat républicain à la présidence. Et je dirais que si je regarde les sondages, si je regarde les tendances lourdes à l'intérieur du pays, il paraît évident que Donald Trump a strictement toutes les chances de gagner. Le seul obstacle qui restera sera non pas les multiples procès qu'on entend lui intenter, mais le risque de fraude. Je dirais que c'est un sujet tabou dont on ne veut pas parler dans le contexte français, mais il y a eu des fraudes massives en 2020. Il y a eu encore des fraudes lors des midterm elections en 2022. Et donc, il importe de tout faire pour qu'il n'y ait pas de fraude, pour que les fraudes soient limitées en 2024.
Parce que vous dites que la campagne électorale américaine sera la campagne la plus sordide et la plus délétère de l'histoire du pays. Ben, elle est déjà une campagne sordide et délétère, parce que c'est la première fois que l'on voit le parti démocrate utiliser la justice en violant tout un ensemble de lois et en utilisant des procédés qui sont indignes de l'état de droit américain pour tenter de faire tomber le candidat du parti républicain. Et dans un prochain livre, j'expliquerai que toutes les accusations énoncées contre Donald Trump ne tiennent pas debout et n'ont aucun sens. C'est une persécution politique qui est organisée par le ministère de la Justice actuel, dirigé par Merrick Garland, contre Donald Trump. C'est une persécution qui est organisée avec le recours à un procureur spécial sans aucun scrupule, Jack Smith, et avec le recours à des procureurs gauchistes, qu'il s'agisse des deux procureurs de New York, le procureur de l'État de New York et le procureur de la ville de New York, ou qu'il s'agisse du procureur du Fulton County en Georgia. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup dans les médias francophones, mais la procureure du Fulton County dans l'État de Georgia est actuellement en proie à d'extrêmes difficultés et devrait être dessaisie du dossier dans la mesure où elle a fait engager son amant comme procureur chargé de l'enquête sur Donald Trump, ce qui est profondément inadmissible juridiquement parlant, et dans la mesure où elle a utilisé des fonds obtenus de la part des contribuables américains pour s'offrir avec son amant des vacances en différents endroits du monde qui vont de la Napa Valley en Californie à l'île d'Aruba dans les Caraïbes. Je rebondis là, parce qu'on va parler justement de l'administration Biden. Vous rappelez quand même à juste titre que Trump s'inspire de Ronald Reagan, qui a fait tomber le mur de Berlin, et non pas d'autres personnes. C'est important de le rappeler. C'est comme pour la libération de la France, c'est quand même les Américains et non pas De Gaulle. Mais bon, vous dites que l'administration Biden est la plus désastreuse administration américaine de l'histoire et que, en fait, on retrouve un lien avec les ennemis de la liberté qui crache sur l'Amérique et que l'administration Biden veut détruire le monde libre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu? Je dirais que, bon, déjà, il y a une destruction intérieure des États-Unis qui est organisée par l'administration Biden. Le point central de cette destruction est le fait que la frontière sud des États-Unis, la frontière avec le Mexique, est devenue quasiment inexistante. Depuis le début de la présidence Biden, il y a plus de 8 millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés dans le pays et qui ont été disséminés dans l'essentiel des États qui composent les États-Unis. Plus de 8 millions de personnes, c'est une quantité absolument considérable et je dirais que le but non avoué mais très clair de l'administration Biden est de changer la population américaine et de donner la nationalité américaine à ces gens et de leur donner ainsi le droit de vote. Les immigrants de première génération, en général aux États-Unis, surtout les immigrants qui viennent de pays en voie de développement, votent à plus de 70% démocrates. Donc il y a non seulement une volonté de changer la population américaine, mais il y a une volonté d'installer le Parti démocrate en position de parti unique qui ne dirait pas son nom. En supplément de cela, par la frontière sud, depuis qu'elle a été rendue inexistante ou quasiment inexistante par l'administration Biden, entre des quantités énormes d'un médicament contrefait qui occasionne très rapidement des overdoses mortelles, le fentanyl, qui est fabriqué en Chine, transmis aux gangs de la drogue mexicains qui tiennent la frontière, et ensuite disséminé sur tout le territoire des États-Unis, où il peut être représenté
sous la forme de bonbons et des adolescents en consomment. Et il y a actuellement, depuis que Biden est au pouvoir, environ 70 000 morts par an sur le territoire américain en raison de la consommation de ce médicament contrefait, le fentanyl. J'ajouterai à tout ce que je viens de dire que parmi les immigrants clandestins, les immigrants illégaux qui rentrent dans le pays, il y a des membres de gangs qui avaient été démantelés sous Donald Trump et qui peuvent se reconstituer, ce qui accroît considérablement la violence dans un certain nombre de villes américaines. J'ajoute pour la destruction des États-Unis et pour la destruction économique du pays que l'administration Biden a dépensé des milliers de milliards de dollars dans sa première année d'existence pour mettre en place tout un ensemble de mesures qui relèvent de l'accroissement de l'État-providence ou qui relèvent d'une volonté de mettre en place des politiques écologiques dans l'ensemble du pays. Le résultat de la dépense de ces milliers de milliards a été une inflation extrêmement forte dans le pays et cette inflation touche tout autant l'alimentation, les produits de première nécessité qu'on achète au supermarché, que le prix de l'électricité, le prix du gaz naturel. Et quand vous augmentez le prix de l'électricité et du gaz naturel et que vous ajoutez à cela l'augmentation considérable du prix des carburants par la fermeture d'une large partie de la production de pétrole aux États-Unis, vous obtenez une situation extrêmement difficile pour beaucoup de gens à l'intérieur du pays. En moyenne, l'augmentation des prix sur l'ensemble du pays depuis que Biden est arrivé a été de 20%, mais si on regarde des secteurs précis comme l'alimentation, les prix ont augmenté en moyenne de 30%. Si on regarde l'électricité, c'est un peu plus de 30%. Les salaires n'ont pas suivi et donc je dirais que beaucoup de familles vivent bulletins de salaire reçu à la fin du mois au prochain salaire. Et des fois, cela ne suffit pas et donc beaucoup de gens doivent s'endetter actuellement d'une manière considérable. Et je dirais que tout cela a des conséquences aussi, par exemple, sur les assurances automobiles, sur les assurances sur les maisons. Je dirais qu'il y a une paupérisation de la classe moyenne américaine qui est en train de s'opérer actuellement. Si je me situe à l'échelle internationale, je dirais que Biden a été et reste un désastre planétaire. Je dirais que la façon dont a été opérée la fin de la présence américaine en Afghanistan a débouché sur le retour des talibans au pouvoir et sur l'abandon de plusieurs milliards d'armes sophistiquées que l'armée américaine a laissées sur place, a suivi l'invasion de l'Ukraine qui n'aurait jamais eu lieu si l'administration Biden avait fait preuve d'un minimum de fermeté. Cette invasion de l'Ukraine a été extrêmement destructrice pour la population ukrainienne, pour les infrastructures ukrainiennes, pour l'Ukraine, mais a eu des conséquences extrêmement lourdes pour l'ensemble de l'Europe. En parallèle à cela, l'administration Biden a fait preuve d'une extrême mansuétude vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Et cette mansuétude fait que la République islamique d'Iran a touché environ entre l'argent qui vient directement des États-Unis et l'argent qui est reçu grâce à la vente de pétrole que les États-Unis avaient interdit, mais n'interdisent plus vraiment sous l'administration Biden aujourd'hui. Le régime des Mollahs a touché environ 100 milliards de dollars. Cet argent a servi à reconstituer l'armement du Hamas, qui était asphyxié. Cet argent a servi à l'entraînement des militants, des terroristes du Hamas, qui ont pratiqué les atrocités du 7 octobre dernier. Cet argent a servi aux milices Houthis au Yémen qui sont en train de petit à petit asphyxier la circulation dans la mer Rouge et rendre le canal de Suez impraticable, ce qui va avoir des conséquences très lourdes à l'échelle du commerce international. Cet argent a servi à armer
le Hezbollah aussi. Et je dirais qu'en parallèle à cela, qui a provoqué la guerre qui a actuellement lieu à Gaza, il y a l'attitude vis-à-vis de la Chine. Je dirais que sous Donald Trump, la Chine n'était plus menaçante vis-à-vis de Taïwan. La Chine est redevenue extrêmement menaçante vis-à-vis de Taïwan. La Corée du Nord a repris ses lancers de missiles et a repris ses menaces sur la Corée du Sud et sur le Japon. Je dirais qu'il n'y a quasiment aucune région de la planète qui échappe aux conséquences de ce que fait l'administration Biden. Je pourrais parler de ce qui se passe actuellement en Afrique, je pourrais parler de ce qui se passe en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je dirais que si les choses continuent dans cette direction, le statut international des États-Unis sera tellement détérioré que les États-Unis ne pourront plus prétendre en quoi que ce soit faire régner un minimum d'ordre sur la surface de la planète. Et cet ordre euh, maintenu par les États-Unis sera remplacé par un ordre qui viendrait de puissances autoritaires totalitaires. Et je dirais qu'il y a une grande avancée à cause de la politique de l'administration Biden, de la Russie, de la Chine et de la République islamique d'Iran. Je sais qu'en Europe, il y a des gens que ça réjouit, mais je dirais que ces trois pays ont un point commun fondamental, c'est que ce sont des ennemis de la liberté, de la démocratie et des droits de l'être humain. Alors, il y a quand même un petit point positif, semble-t-il, c'est l'Argentine et les Pays-Bas. Alors, j'aimerais avoir votre commentaire parce que Nicolas Lecossin de l'IREF vient de faire un article là sur le. Il faut le prendre au sérieux. Que pensez-vous pour commencer, de Javier Milei, qui est, semble-t-il, libertarien? Javier Milei est quelqu'un qui a effectivement des positions très positives. La population argentine l'a élu parce que l'Argentine est dans une situation absolument catastrophique. J'ose espérer qu'il parviendra à mener à bien sa politique et j'ose espérer que le fait qu'il parvienne à mener à bien sa politique aura des effets sur toute l'Amérique latine. Euh, je dirais que cela viendra peut-être compenser ce qui se passe au Brésil, où Jair Bolsonaro avait commencé à remettre de l'ordre dans le pays et où maintenant Lula da Silva est revenu au pouvoir, avec l'aide des États-Unis d'ailleurs, et accorde la possibilité pour les bateaux des trois puissances ennemies que je citais il y a un instant, d'utiliser le brésilien. Et je dirais que cela viendra compenser aussi le fait que le Venezuela est un pays allié des trois puissances totalitaires que je viens de citer. Et le Venezuela est d'ailleurs aidé par l'administration Biden, puisque bien que les États-Unis aient la capacité de produire largement assez de pétrole pour subvenir à leurs besoins, même pour en exporter, les États-Unis, sous Donald Trump, étaient devenus exportateurs de pétrole. Les États-Unis, maintenant, achètent du pétrole au Venezuela et donc contribue à aider le régime ennemi des États-Unis de Nicolas Maduro. Euh, Ah, les ça, c'est Pays-Bas, une- je dirais que Alors, Geert oui, Wilders, c'est un ami à vous, vous l'avez rencontré à plusieurs oui, reprises. oui, oui, tout à Alors, fait. il a accédé aussi au pouvoir aux Pays-Bas, ça a été vraiment une grande Il n'a pas surprise. accédé au pouvoir. Il a gagné les élections, mais pour le moment, tout est fait pour qu'il ne puisse pas accéder au pouvoir. Geert Wilders est diabolisé, présenté comme d'extrême droite, comme raciste, je ne sais quoi d'autre, ce qu'il n'est pas du tout. Et Geert Wilders ne parvient pas à former une coalition de gouvernement. Donc, il a gagné les élections en devenant le premier parti des Pays-Bas, mais il ne parvient pas à former un gouvernement et à accéder au pouvoir pour le moment. Alors, euh, qu'est-ce que ça révèle quand même l'élection de Javier Milei et de Geert Wilders, même s'il n'est pas encore au pouvoir, mais qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que ça veut dire que les peuples se réveillent? Les deux situations sont complètement différentes. L'Argentine a un gros problème de socialisme et de corruption depuis des années, et l'Argentine a une économie qui est complètement rongée par des décisions ineptes de gouvernements successifs.
Et l'inflation en Argentine est une inflation tellement élevée que acheter des produits à l'épicerie le matin vaut mieux que les acheter le soir, parce qu'entre le matin et le soir, les prix ont pu augmenter de 10%, voire de davantage. Donc, l'économie argentine est en état de délabrement profond. Je pense que la population argentine a voulu espérer un redressement de l'économie, la fin de l'inflation et un recul de la corruption à l'intérieur du pays. La situation aux Pays-Bas est différente. Aux Pays-Bas, le problème de la population est l'islamisation du pays. L'islamisation est un phénomène qui touche l'essentiel de l'Europe occidentale et je dirais qu'avec l'islamisation vient l'intolérance, vient un surcroît de criminalité. Et puis un deuxième problème se pose aux Pays-Bas et c'est cela qui a fait aussi le succès de Geert Wilders, c'est la situation de l'agriculture. Des décisions écologiques européennes font que l'on asphyxie petit à petit les agricultures de plusieurs pays européens. Et cette année, le secteur agricole des Pays-Bas devait voir la fermeture de 3000 entreprises. Et, et la mise en jachère de terre, etc. Tout cela au nom de la nécessité de ne plus produire autant de CO2 qu'auparavant et de parvenir à ce que l'on appelle au sein de l'Europe la neutralité carbone. Donc je dirais que l'Europe est... Guy, Oui, tu pourrais t'approcher parce qu'on on t'entend plus là. ah Il bon, faudrait. j'ai pas changé, j'ai pas Là, changé. voilà, c'est ça. Là, c'est mieux parce que là, tu t'éloignes et en fait, on entend presque plus ce que tu dis. Ah Donc, bon, alors, j'ai pas changé on de a, position. on a bien compris le Pays-Bas, mais justement, je rebondis par rapport parce que la France, on dirait que ça. Bon, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Y a-t-il quelqu'un pour sauver la France avec une préface de Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF. Et tu sembles avoir la même analyse que pour le Pays-Bas, parce que tu dis qu'il y a une lente destruction de l'agriculture française, il y a une submersion par l'islam aussi. Alors Oui, justement, j'ai parlé à Monsieur Camus il y a 2 jours, qui est malheureusement pas disponible pour une entrevue, mais qui parle du remplacement. Et tu dis que Macron, c'est le changement dans l'immobilité, le glissement vers le crépuscule. oui, tout à fait. Je dirais que la France est dans une situation absolument impossible. Je dirais que les prélèvements obligatoires sont complètement asphyxiants pour l'économie française et les prélèvements obligatoires sont aussi asphyxiants pour la population. Il y a une paupérisation de la population française qui s'opère. Les prélèvements obligatoires sont environ à 58% aujourd'hui. Et je dirais qu'à une époque lointaine, il y a une trentaine d'années, beaucoup de gens disaient si les prélèvements obligatoires dépassent 40%, la France deviendra un pays socialiste. On en est à 58%. Donc la France est très, très socialiste. Et je dirais qu'aucune économie viable ne peut fonctionner avec des prélèvements obligatoires aussi élevés. La France ne peut qu'avoir dans ces conditions des déficits commerciaux. La France poursuit des politiques écologiques absolument insensées et complètement destructrices. Et la France continue à accueillir une très grande quantité d'immigrants et à ces immigrants, elle offre des allocations, elle offre les soins de santé gratuits, et tout cela fait que la redistribution représente à peu près 30% du budget annuel, et ce chiffre est en hausse continuelle. Je dirais que il est impossible de baisser les prélèvements obligatoires dans ces conditions parce que les dépenses sont tellement élevées que les budgets sont en fort déficit tous les ans et il est impossible d'augmenter les prélèvements obligatoires. Donc la France s'endette de plus en plus et est destinée à s'endetter de plus en plus. Je dirais qu'à moins d'une politique qui relèverait du traitement de choc, ces politiques impliqueraient une immigration zéro, des changements dans la redistribution, des baisses d'impôts assez fortes, une dérégulation, l'arrêt des politiques écologiques insensées qui sont menées en ce moment et qui continuent à être menées,
et qui explique le mécontentement des agriculteurs, parce que les agriculteurs font partie des premiers touchés. Si un traitement de choc n'est pas administré à la France, je pense que la France va aller vers le naufrage. Or, pour le moment, je dirais que je ne vois aucun parti politique qui soit prêt à administrer un traitement de choc. Je dirais que le gouvernement Macron, aujourd'hui, est un gouvernement qui continue à mener la France vers le naufrage. Aucune des décisions prises par le gouvernement Macron ne permet de redresser la France. Il n'y a pas d'alternative à gauche. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être présenté comme une alternative. Le Parti démocrate, le Parti socialiste est un parti qui va tourner aux alentours de 5%, qui n'a aucune chance de revenir au pouvoir. Le Rassemblement national monte sans cesse, mais il importe de voir que si le Rassemblement national a une politique en matière d'immigration qui permettrait d'améliorer la situation, le programme économique du Rassemblement national est un programme profondément socialiste qui, lui, ne permettrait pas de redresser l'économie française. Le seul parti qui est un programme un peu meilleur en matière économique, bien que ce ne soit pas parfait, et qui prend au sérieux l'islamisation de la France et l'immigration, est le parti Reconquête créé par Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour a reçu 7% des voix lors des élections présidentielles et la candidate du parti créé par Éric Zemmour, Marion Maréchal, est créditée de 6% aux élections européennes, ce qui veut dire que Reconquête est un parti qui n'est pas vraiment parvenu à s'imposer en France. Donc quand je pose la question, y a-t-il quelqu'un pour sauver la France? Pour le moment, je ne vois personne qui ait une chance d'être élu et de pouvoir provoquer le sursaut, le traitement de choc et le redressement nécessaire. On va vous parlez que la peste antisémite déferle sur l'Europe. Et bon, vous dites que Macron est passé en Israël, mais pour un voyage pour rien. Il y a quand même une sorte d'antisémitisme comme on a connu dans les années 30, qui est en train d'apparaître, qui est quand même très inquiétant en Europe, mais surtout en France. Comment on peut voir, parce que vous dites que l'administration Biden est en guerre contre Israël, mais est-ce que l'Europe aussi? Ben, je dirais que les dirigeants d'Europe occidentale sont sous l'ombre portée de l'islamisation de l'Europe occidentale et ne veulent pas fâcher leur opinion musulmane. Donc, ils défendent Israël, mais très, très modérément, et dès qu'ils en ont l'occasion, ils accusent Israël. Ils affirment qu'il faut absolument créer un État palestinien dès lors qu'aucun mouvement palestinien n'a renoncé au terrorisme et à la volonté de détruire Israël, cela veut dire qu'ils sont en faveur d'un État terroriste voué à la destruction d'Israël. Voilà la réalité. L'antisémitisme qui monte actuellement en Europe occidentale n'est pas le même que l'antisémitisme qui sévissait en Europe dans les années 1930. C'est un antisémitisme qui est essentiellement un antisémitisme musulman, et il est tabou d'en parler dans le contexte européen. Et cet antisémitisme musulman est caché, dissimulé par le politiquement correct, et il est aussi caché et dissimulé par les positions de l'extrême gauche qui s'affirme antisioniste et pas antisémite, mais qui de facto vise à attirer l'électorat musulman. Et pour attirer l'électorat musulman, il faut tenir des paroles très hostiles à Israël, donc des paroles antisionistes, entre guillemets, et il faut s'aveugler sur l'antisémitisme musulman. Je dirais que si l'on regarde les actes antisémites tenus, pratiqués dans le contexte européen lors des derniers mois, ce sont essentiellement des actes commis par des musulmans. On ne le dit pas,
Et je dirais que ne pas le dire, c'est ne pas se donner les moyens de régler le problème. Quand on veut régler un problème, il faut nommer le problème et il faut viser la cible que l'on veut atteindre. Si on ne nomme Est-ce que, est-ce- est-ce que vous croyez qu'Israël a gagné la guerre? Je pense qu'Israël va petit à petit être en train de gagner la guerre. C'est beaucoup plus difficile que cela n'aurait semblé au départ, mais je dirais que la population israélienne, dans sa très grande majorité, a compris que c'était vraiment une question de survie pour Israël de gagner la guerre, et quelles que soient les pressions internationales, le gouvernement israélien se donnera les moyens d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, cela veut dire détruire les possibilités d'action terroriste du Hamas et éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. Je pense que Israël ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint cet objectif. Alors j'entends dire que les idées du Hamas ne disparaîtront pas pour autant. C'est exact. Je dirais que les idées du Hamas, les idées génocidaires et antisémites du Hamas ne disparaîtront pas, mais si ces idées ne peuvent plus s'appuyer sur un appareil terroriste, ce sera néanmoins une victoire pour Israël. Les pays européens et l'administration Biden voudraient confisquer la victoire à Israël en faisant tout leur possible pour qu'un État palestinien voie le jour et que cet État palestinien soit confié à l'autorité palestinienne qui régit une partie des terres de la Judée-Samarie. Je dirais que l'autorité palestinienne n'a jamais renoncé au terrorisme. L'autorité palestinienne a approuvé les attentats du 7 octobre dernier. L'autorité palestinienne est une entité tout aussi terroriste que le Hamas. Et si des élections avaient lieu dans la bande de Gaza et dans les territoires de Judée-Samarie occupés par l'autorité palestinienne, le Hamas et les idées du Hamas gagneraient. Donc Israël sait parfaitement que le combat mené est un combat pour la survie d'Israël. Et le gouvernement israélien, et quasiment quelques politiciens israéliens que ce soit, ne peut en aucun cas accepter la création d'un État terroriste voué à la destruction d'Israël euh, à Gaza et dans une partie de la Judée-Samarie. Cet État ne verra pas le jour. Et vous pensez qu'ils vont revenir sur la bande de Gaza? Est-ce qu'ils vont réoccuper ce territoire? Non, je ne Est-ce, pense pas que je ne pense pas est-ce que qu'Israël vont-ils peut. annexer la Cisjordanie? Euh, j'appelle ce qu'on appelle en France Cisjordanie Judée-Samarie parce que ça ne s'est appelé ça s'est appelé Judée-Samarie pendant Juifs, des oui. siècles et des siècles et ça ne s'est appelé Cisjordanie que pendant une période qui va de 1949 à 1967, c'est-à-dire pendant une période de 18 ans. Donc, c'est une appellation qui est complètement impropre et qui devrait être arrêtée. La Jordanie avait annexé ce territoire militairement sans avoir le droit de l'annexer. Donc, l'expression Cisjordanie est une appellation profondément impropre. Je pense que la loi israélienne devrait être appliquée en Judée-Samarie. Je pense que cela a été une très grave et tragique erreur de créer l'autorité palestinienne. Je pense que trouver un moyen de donner une autonomie à des territoires occupés par les Arabes qu'on appelle palestiniens depuis 1967 et qu'on n'appelait pas palestiniens auparavant, ce serait une bonne solution. Et je pense qu'à Gaza, il faut trouver un moyen que la population qui vit sur ce territoire soit administrée par des gens qui ne soient ni l'autorité palestinienne, ni le Hamas. Et je pense qu'il faudra trouver des solutions en mettant ce territoire sous tutelle de l'Arabie saoudite ou des Émirats arabes unis, par exemple. Je pense que ce serait une bonne solution. De toute façon, la population qui est rigide actuellement dans la bande de Gaza a été très largement endoctrinée par le Hamas. C'est une population qui est imprégnée de haine antisémite génocidaire. C'est une population qui ne peut en aucun cas
être en capacité de s'administrer elle-même dans le contexte présent. Je Alors, on dirais va, pour conclure cette entrevue, que je rappelle effectivement à juste titre que l'OLP est descendant de la Waffen-SS du Grand Mufti de Jérusalem et que le Hamas est issu des frères musulmans, pour vous dire un peu l'ambiance. Alors, mais vous dites que le régime criminel russe soutient le Hamas, donc ça prouve aussi qu'il est du côté des ennemis de la liberté. Mais comment expliquer, est-ce que vous dites que l'administration Biden n'a pas joué son rôle pour soutenir l'Ukraine, parce que pour l'instant, on ne voit pas l'Ukraine gagner dans sa contre-offensive. bah, On pourrait conclure sur l'état de la situation de la guerre en Ukraine? je dirais que l'administration Biden, au départ, était tout à fait prête à laisser la Russie s'emparer de l'Ukraine. Simplement, les choses ne se sont pas passées comme l'administration Biden pensait qu'elles se passeraient. Les choses ne se sont pas passées ainsi parce qu'elles ne se sont pas passées comme Poutine espérait qu'elles se passeraient. Poutine pensait qu'il parviendrait à s'emparer de Kiev en une semaine tout au plus et à renverser le gouvernement ukrainien. Il n'y est pas parvenu. Volodymyr Zelensky s'est donné les moyens d'attirer l'opinion publique du monde entier et l'opinion publique du monde entier a compris que l'Ukraine était une démocratie menacée par une puissance autoritaire criminelle. Et à ce moment-là, comme Volodymyr Zelensky a pris ses positions, comme la population ukrainienne a soutenu Volodymyr Zelensky, comme l'armée ukrainienne a mieux résisté que prévu, l'administration Biden a été poussée à soutenir l'Ukraine. Mais depuis le moment où elle a décidé de soutenir l'Ukraine, un peu contrainte et forcée, l'administration Biden n'a jamais donné à l'Ukraine les moyens de gagner en quoi que ce soit. Elle a donné à l'Ukraine les moyens de contenir l'avancée russe, mais pas les moyens de gagner. Toutes les armes qui ont été livrées à l'Ukraine ont été livrées en trop petite quantité trop tardivement. Et donc on parle beaucoup, par exemple, de l'échec de la contre-offensive ukrainienne, mais la contre-offensive ukrainienne n'avait aucun moyen de gagner et l'administration Biden le savait. Mener une contre-offensive sans soutien aérien, c'est une mission impossible. Or, les États-Unis ont refusé très très longtemps de fournir des avions de chasse à l'Ukraine. Donc, sans avions de chasse, pas de possibilité euh, qu'une contre-offensive soit victorieuse. Pour qu'une contre-offensive ait été victorieuse, il aurait fallu que les États-Unis donnent à l'Ukraine des attaques MS, c'est-à-dire des missiles permettant de détruire les batteries euh, aériennes et les batteries au sol de la puissance adverse. Les attaques MS qui ont été fournies à l'Ukraine sont des attaques MS qui ont été bridées. Les attaques MS qu'on fabrique aux États-Unis ont une portée de 300 kilomètres. Les attaques MS fournies à l'Ukraine ont été bridées pour atteindre une distance de 90 à 100 kilomètres, ce qui veut dire que les bases arrières russes pouvaient être à 120 kilomètres du front, alors que si on avait donné des attaques MS permettant de tirer à 300 kilomètres à l'Ukraine, euh, les bases arrières de l'armée russe auraient été beaucoup plus loin, cela aurait compliqué les opérations de l'armée russe. Je dirais que et ça a été la même chose avec les HIMARS, c'était la même chose avec les chars. Les États-Unis n'ont pas voulu fournir de chars Abrams à l'Ukraine. Les États-Unis disposent d'une assez grande quantité de systèmes de défense patriotes. Les systèmes de défense patriotes n'ont pas été fournis en grande quantité. Je crois qu'il y en a eu deux ou trois qui ont été fournis, c'est tout. Si bien que les destructions occasionnées en Ukraine ont été beaucoup plus nombreuses que cela n'aurait été le cas. L'administration Biden voulait endiguer l'avancée russe. Elle ne voulait pas que l'Ukraine soit défendue. Elle ne voulait surtout pas que l'Ukraine puisse gagner. Elle ne voulait pas que l'Ukraine puisse gagner parce qu'elle ne veut pas être dans une situation d'hostilité totale vis-à-vis de la Russie. Elle veut une Russie affaiblie et elle ne veut pas une Russie dont le régime tombe.
Elle ne voulait pas la chute du régime de Vladimir Poutine. Elle ne voulait pas la chute du régime de Vladimir Poutine parce que le régime de Vladimir Poutine est allié au régime des Mollahs en Iran et que l'administration Biden veut, comme l'administration Obama, que le régime des Mollahs domine tout le Proche-Orient, aussi effroyable que cela puisse paraître. Et l'administration Biden est d'une grande mansuétude vis-à-vis de la Chine et l'affaiblissement de la Russie. Cela fera aussi les affaires de la Chine. Pourquoi est-ce que l'administration Biden est dans cette position par rapport à la Chine? D'une part, parce que Joe Biden et Anthony Blinken sont corrompus par la Chine, et d'autre part, parce que la Chine est un pays à régime totalitaire qui fascine toute la gauche américaine, qui pense que la Chine est destinée à devenir la grande puissance du futur avec laquelle les États-Unis devront s'entendre. Pas un héritage d'Obama, parce que je pense à partir de son discours du Caire, où il a voulu quand même, dès le départ de son mandat, que ce soit l'islamisme qui règne au niveau international. Je dirais que Barack Obama, effectivement, par son discours du Caire, a voulu s'adresser aux tenants de l'islam radical et il a tout fait pour que l'islam radical tienne le monde musulman. Pour quelle raison? Parce qu'il pense que les populations musulmanes, il pensait que les populations musulmanes étaient frustrés d'avoir des régimes comme le régime saoudien, comme le régime égyptien, etc. Et que les populations du monde musulman voulaient l'islam radical. Donc, il voulait leur donner ce qu'elles voulaient et il espérait s'entendre avec elles. Et donc, je dirais que quand on a parlé du printemps arabe, ce printemps arabe n'a jamais existé. Le printemps arabe a été en fait une tentative de prise de pouvoir des frères musulmans et d'organisations islamistes dans le monde arabe sunnite. Et les dirigeants qui étaient installés ainsi au pouvoir, c'était le cas en Tunisie, c'était le cas en Égypte, c'était le cas au Yémen, c'était le cas, ça a été une tentative qui a raté en Libye, et puis cela s'est arrêté avec la guerre civile qui s'est déclenchée en Syrie. Enfin, le but, c'était que les frères musulmans et les organisations islamistes tiennent le monde sunnite et que ces organisations s'entendent avec le régime islamique iranien. Ça Merci a beaucoup, Guy échoué. Millière, pour... Malheureusement, c'est tout ce qu'on avait comme temps. Je rappelle que vous avez écrit dernier livre pour ceux qui voudraient vous suivre votre réflexion. Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden aux éditions Ballant. Israël expliqué raconté à ma fille en français et en anglais, Explain. Et le dernier livre sur la France, y a-t-il quelqu'un pour sauver la France, avec une préface de Nicolas Lecossin de l'IREF aux éditions Liberté numérique. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps et à une prochaine émission.